année, on a commencé en 2012 à peu près. Oui. Donc, on a obtenu une subvention et on a fait le tour de tous nos partenaires pour savoir comment ils voyaient le projet. Donc, c'est une recherche-action. Au départ, on l'a conçu en 2 pôles, avec 3 axes de recherche, travail, laïcité et santé. 5 domaines d'intervention. Les 5 domaines, en fait, c'est 5 équipes. C'est 5 équipes. C'est 5 équipes parce qu'il y en a 3 oui, qui sont. Puis il y a 2 pôles de recherche parce qu'il y a un pôle qui est plus intervention, puis l'autre qui est plus recherche. Ah oui, les 3 axes, c'est relations interculturelles, pratiques citoyennes et puis. De communication interculturelle, pratiques citoyennes et puis web. Démocratie. Oui, le web. Donc, il y a 5 projets dans les 3 axes, c'est-à-dire travail, éducation, santé. Travail, laïcité, santé. Et il y a 5 équipes qui sont dans ces différents domaines-là, avec une commission citoyenne multimodale. Dans chacune des équipes, il y a un professeur. Je suis d'abord, je vais juste repérer. Le mouvement laïque québécois, Access sur la santé. Camo Pays, ben là. Mais Camo Pays, on dirait que ça. Oui, oui. Puis là, on va faire peut-être une ou deux. Il y a un maillage dans chacune des équipes avec des professeurs, des étudiants puis des partenaires. Donc, c'est le partenaire qui est au cœur du projet. Si je prends par exemple le Camo Pays, ils avaient déjà fait un questionnaire auprès de 200 employeurs sur quelle était la situation des personnes en situation d'immigration dans certains milieux de travail. Ils avaient identifié un certain nombre de problèmes. Puis là, après ça, ils ont fait une série de questionnaires avec les... Au début, c'était les employeurs, eux autres, leur première série de fêtes, puis maintenant, c'est vraiment avec les travailleurs. Donc, il y a différents projets. Non, ils sont restés avec les employeurs. Les employeurs. Et ils sont entrés, finalement, chacune des équipes. Certaines ont fait leur projet il y a 1 an, en décembre, oui, pratiquement. En décembre 2013, ça fait un petit peu plus qu'1 an, sur la laïcité. Puis là, l'équipe est en train d'analyser les données. D'autres sont en voie de faire un projet qui est un colloque, des entrevues, un sondage, etc. Donc ça, c'est les différentes équipes. Access avec Catherine Montgomery, donc ça, c'est les équipes avec les noms. FTQ, c'est Marie-Josée Lorrain, Lima Chaban, Cécile Nicolas, donc ça, c'est les équipes. Accès Santé, oui, c'est vrai, ils ont fait un colloque, eux autres aussi, il y a 3 juin 2014. Donc, ça fait un peu moins d'1 an. Eux autres aussi ont fait un colloque. Les objectifs de la recherche, quand on a fait la demande de subvention, développer des connaissances théoriques, expérimenter, évaluer des pratiques émergentes sur les 3 axes du pôle de recherche, générer un partenariat recherche-intervention citoyen, susceptible de produire un savoir croisé. Mieux connaître par le biais des témoignages et de récits emblématiques la qualité des relations interculturelles dans les 3 domaines d'intervention. Identifier les principaux... Sur le premier objectif, je ne comprends pas. Développer des connaissances théoriques, expérimenter, évaluer des pratiques émergentes sur les 3 axes. Mais des pratiques émergentes. Des pratiques d'harmonisation des relations interculturelles. Okay, des pratiques de dialogue. Okay. C'est une recherche-action sur commission citoyenne multimodale, sur les droits et l'harmonisation des relations interculturelles. Donc, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux gens de dialoguer. Quand on a rencontré les partenaires, les 2 premiers séminaires, avant qu'on fasse la demande de subvention, les gens nous disaient, on veut qu'on soit nous. C'est-à-dire, on veut pas nous, vous. On veut établir un dialogue où tout le monde est dans une perspective de nous. Donc, on veut générer un partenaire recherche-intervention, mieux connaître par le biais des témoignages et des récits, identifier les principaux obstacles à l'harmonisation des relations interculturelles dans ces 3 domaines, identifier les enjeux et défis majeurs dans chacun des domaines, repérer l'évaluation des pratiques, stratégies de communication, innovation susceptible de résoudre les tensions, d'améliorer les relations interculturelles, identifier les pistes de travail ou de réflexion pour les partenaires du projet de recherche-action et formuler des recommandations s'adressant au milieu de l'intervention aux décideurs. Et moi, j'ai travaillé plusieurs années en planification, en coordination. Donc, dans une perspective de planification, quand on est en concertation, c'est quelle est la situation, quels sont les enjeux, quelles sont les pistes de travail, quelles sont les recommandations. Donc, on est souvent dans cette perspective-là. Donc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit, les récits témoignent de quoi. Et on va progressivement l'évaluation de la situation des personnes, pistes de travail, stratégies et recommandations. Stratégie d'amélioration. Donc, on est un peu dans cette lecture-là. Et on prévoyait le travail sur 3 ans
avec une progression des travaux de chacune des équipes. Donc, on a construit les équipes. Cette année, les équipes, d'une manière ou d'une autre, vont chercher de l'information sur quels sont les enjeux, quelles sont les recommandations, les pistes d'amélioration. Et ça, on s'en va vers un sommet. On utilise entre-temps l'Internet. On a un site Internet qui a été squatté, sur lequel on n'arrive plus à se brancher depuis quelques jours. J'aurais aimé ça, j'aurais pu vous le montrer. Mais on a un site Internet qui décrit les équipes, qui décrit le travail, qui décrit le projet, qui nous permet de mettre l'information, de mettre des nouvelles. Puis quand on parle du projet à quelqu'un, on peut dire, tu peux aller voir l'info sur le site. Donc, on a prévu d'utiliser le site, donc l'évaluation, cueillette de données, et là, on s'en va vers un sommet. L'idée, c'était de mobiliser des acteurs, avec la société civile et soutenus par la recherche, qui apporteraient leurs recommandations dans le cadre du sommet. À l'heure actuelle, on est en train de concevoir le sommet. Et on irait vers un événement qui nous permettrait de ramasser, tout synthétiser le matériel de toutes les équipes sur 2 ou 3 jours en novembre prochain, je crois, à l'UQAM. Donc, on peut avoir 50, 60 personnes sur les 200 ou 300 personnes qui participent au projet. En 2015. En 2015. Et après ça, on ramasse tout ça, on met ça en forme, et après ça, on irait vers un sommet qui est ouvert à la population, dans lequel on va aller chercher des partenaires comme les ministères ou différents collaborateurs. On travaille, chacun des groupes en fonction des axes travaille, fait état de sa situation, c'est soumis à délibération, parce qu'en fait, c'est des lieux de délibération. Donc, la structure des événements et du sommet, c'est délibératif. Et pour arriver à des recommandations qui relèvent de stratégies individuelles, communautaires ou politiques. Donc, c'est cette machine-là qu'on met en marche. C'est sûr que sous l'angle de la recherche, nous aussi, on observe les mécaniques. Les mécanismes qui font, bien, comment on peut faire un dialogue, comment on construit ça, comment les gens participent, qu'est-ce qui ne marche pas, quelle est la contribution des différents outils, qu'est-ce qu'on considère. Il y a différentes conditions à la participation démocratique, comme par exemple la représentativité. Donc, qui sont représentés dans le mécanisme de participation, parce que parfois, il y a certains groupes qui capturent la parole, donc il faut faire attention que ce soit représentatif de l'ensemble des intérêts. Donc, sur le plan démocratique aussi de la recherche, on se pose un certain nombre de questions, sur le plan des outils Internet. Mais on a une série de questions qui sont par rapport à ce que vivent les gens. Comme on travaille en recherche-action, délibérative, collaborative, moi, si j'avais fait la recherche sur la santé et l'immigration, franchement, là, parce que, santé, encore là, c'est peut-être un peu plus mon rayon, mais sur la laïcité, donc les organismes communautaires, dont c'est le rayon, sont extrêmement articulés sur c'est quoi l'enjeu dans son champ. Par exemple, au niveau des syndicats, avant que nous, on arrive à ce résultat-là, ça aurait pu prendre du temps, mais eux savaient déjà, quand on est arrivé, qu'un des problèmes avec les populations immigrantes dans les syndicats, c'est que les gens ont peur des syndicats. Parce que dans leur pays, il peut y avoir une certaine petite turbulence, donc soit que les syndicats puissent être trop agressifs, ou trop chaotiques, ou trop anarchistes, ou que si tu fais partie de ton syndicat, tu peux être à risque de représailles de l'État, etc. Donc, la perception que les personnes immigrantes ont des syndicats, non seulement le temps dont ils peuvent disposer, parce que l'immigration, c'est un processus qui est consommateur aussi d'énergie et de temps, que ça peut poser un problème au niveau du syndicat. Même chose du côté de la santé, même chose. Donc, le temps que nous, on fasse des revues de littérature, qu'on fasse des entrevues, qu'on ait des résultats, on arrive avec les organismes communautaires, on est déjà très à jour par rapport à quels sont les enjeux contemporains que vivent les personnes immigrantes. Si vous regardez par rapport à la commission Bouchard-Taylor, quelques années plus tard, je ne pense pas que la situation soit la même. Parce que les choses évoluent, les opinions évoluent, la conjoncture évolue, les ressources se transforment progressivement. Donc, excuse-moi, même il y a une divergence entre les visions maintenant de Bouchard-Taylor et de Charles Taylor. De Bouchard. Ah oui, il y a une entre les deux. divergence Sur le modèle interculturel, oui. Donc, j'avais une question, un commentaire. L'action, c'est en novembre 2015, c'est fermé. Oui, c'est à partir des équipes. Maintenant, les perspectives de développement, c'est qu'on le sommet délibératif qui est ouvert. Donc, il va y avoir une machine. Notre but, c'est de construire des partenariats. Donc, on construit des équipes qui ont une relative autonomie. Notre but, c'est qu'il y ait une délibération publique. Donc, c'est qu'il y ait des gens qui sont intéressés et qui se joignent au projet. Et on avait commencé l'année dernière à préparer une demande de subvention numéro 2
Parce qu'à la première demande, où on va chercher à peu près 200 000 de développement de partenariat, on peut en faire une deuxième, et là, on parle de 2 ou 3 millions sur 5 ans. Mais sur 2 ou 3 millions, il faut aller chercher 30 en nature. C'est-à-dire que les partenaires doivent amener à peu près 30 de la valeur de l'ensemble du projet, en argent ou en nature. En nature, ça veut dire le travail salarié des personnes. Donc, ça pose un problème. Il faut avoir une machine très solide pour être capable de se rendre là. Donc, il y a une perspective de développement au niveau du partenariat, une perspective de collaboration dans la préparation du sommet. Et dans le sommet, on a quelqu'un qui travaille avec nous, qui va aller chercher aussi d'autres partenaires publics pour aller chercher du financement public ou privé. Et après, on va voir où est-ce que ça peut nous amener et générer des développements. En termes de développement, je pense qu'il y a... Juste un commentaire. Par contre, c'est quand vous dites les syndicats, le premier problème qui nous a amené, c'est que les immigrants, ils ont cette tendance-là. La population immigrante n'est pas homogène. Il y a des motifs d'immigration, des pays de provenance, des caractéristiques culturelles, enfin très différentes. J'ai toujours un peu de mal à entendre qu'on dit encore les immigrants, il y a cette tendance-là. C'est complexe et donc il y a des problématiques complexes et variées qui se posent et ça renvoie des stratégies et des modes d'intervention aussi variés. Exact. Oui, c'est vrai. Comme d'ailleurs la société d'accueil qui n'est pas homogène. Bien sûr, la culture québécoise. On est des porteurs de culture avec un S là mais bon, c'est ça. La population immigrante n'existe pas. Ouais. C'est vrai pour avec les personnes handicapées, avec les femmes, mais comment faire? Et puis, on a fait des travaux aussi dans un autre projet de recherche sur comment les personnes développaient leurs compétences citoyennes dans les groupes communautaires. Mais certes, les personnes, les usagers ou les membres, ils peuvent dire, oui, mais ils ont fait une consultation auprès des organismes communautaires. Mais il dit, quand la consultation provinciale est faite en santé mentale, il y a une réduction. Puis il dit, moi, l'organisme, il parle en mon nom, puis je ne me reconnais pas. Donc, il y a tout cet écrasement, dans la réduction. Puis une fois que le regroupement des organismes provinciaux en santé mentale de la province s'est prononcé d'une voix, les organismes ne se reconnaissent plus, puis les individus, encore moins. Mais quand on parle des personnes immigrantes et qu'on tombe dans la généralisation, ça veut dire qu'il y a peut-être avec les syndicats des préjugés à déconstruire aussi. Mais je ne pense pas que quand la FTQ en parlait, il en parlait de façon généralisée. C'était une des problématiques rencontrées, mais il y en avait une multitude. Donc, c'est la question aussi de la représentativité dans justement les échantillons aussi de recherche aussi. Je crois que c'était ça la question de ma collègue de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle voulait savoir? Est-ce que l'échantillon est représentatif à la réalité pour le vulgariser sur tout le monde, pour parler au nom du collectif? C'était ça un peu son intervention. Mais c'est le même point. Qu'est-ce qui peut être représentatif? Qu'est-ce qu'on peut... on ne peut pas faire une exception généralité, donc toute une... Mais c'est pour ça que la posture épistémologique constructiviste par le récit de vie, c'est pas une posture statistique. C'est une posture de prise de parole et d'individus qui se collectivisent. Donc, puis c'est le paradoxe de la démocratie et c'est le défaut de la participation directe par rapport à la participation indirecte. Ce que Jacques Godbout, qui a travaillé, qui est un chercheur beaucoup sur la question de la participation des usagers dans le réseau de la santé et services sociaux, lui dit, écoute, le seul moment où le pouvoir est égal entre tous les citoyens, c'est le vote. Parce que nous avons tous au même moment exactement la même quantité de pouvoir. Pas trop délibératif. Puis selon lui, c'est égalitaire le vote. Mais on comprend bien que démagogiquement parlant, les partis peuvent manipuler quand même les foules. La démagogie, ça se peut aussi. Par ailleurs, ce qu'on se rend compte, c'est que les processus de consultation, les processus participatifs sont capturés par des groupes d'intérêt. Puis à l'autre extrême, là, comment est-ce qu'ils appellent ça, le washing, le blashing, c'est comment les entreprises vont se donner une crédibilité en faisant semblant qu'elles ont eu des consultations populaires là, ou qu'elles reflètent l'opinion de la population. Donc, qui est l'autre extrême, c'est le détournement de la parole citoyenne au profit de certains groupes d'intérêt ou même d'entreprises privées. Donc, c'est pas évident de soutenir la parole citoyenne. Donc, on a toujours ce problème de représentativité. Et nous, comme on travaille en éducation à la citoyenneté, avec des individus, la prise de parole, l'empathie, l'altruisme, le passage de l'individuel au collectif,
on pense par les récits individuels, mais ce qui se révèle par ailleurs, c'est que tu as 60 récits, 120 récits, 200 récits. Il y a quelque chose qui se construit autour d'un enjeu qui est suffisamment mobilisateur pour que les gens bougent, pour qu'il y ait une mise à l'agenda. Ben, ce qui fait qu'en santé, les maladies rares ne sont pas souvent traitées, mais ça prend une force de mobilisation. Et on passe par l'individu, par le récit. Donc, il faut être au clair en disant, ben écoute, on soutient la mobilisation citoyenne et le droit des personnes de s'exprimer et de s'associer et de générer des collectifs. Mais il faut toujours s'interroger sur la question de la représentativité. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont exclus? Est-ce qu'il y a des groupes qui sont oubliés? Est-ce qu'il y a des individus qui sont opprimés? Donc, ce n'est pas une approche qui est statistique. Puis on est en psychosociologie, MAG, méthode d'animation des groupes avec Van Kampenhout, qui est un Belge, qui s'est inspiré de Touraine, qui dit on prend la prise de parole en groupe, on fait de l'analyse de récit en groupe. Donc, on est vraiment dans la construction de la parole, conscientisation, Paulo Freire. Donc, une perspective très individualiste, non, mais on parle d'individus puis de la parole d'individus pour que leur récit devienne collectif, emblématique et apporte un mouvement. Aussi, la question de l'éducation de la population sur la démocratie ou la citoyenneté surtout. Aujourd'hui, on l'a toujours relié en fait de ce simple citoyen. Si tu lui poses la question, c'est quoi la citoyenneté pour toi, il va te dire, c'est le vote ou bien le bénévolat. C'est les deux choses. On est éduqué comme ça depuis qu'on nous dit, allez voter pour être citoyen et faites du bénévolat pour être citoyen. Alors qu'être citoyen, il y en a plein. Donc ça aussi, c'est une éducation populaire, l'éducation à la citoyenneté, on ne l'a pas. En quelque sorte, elle est on n'a pas en général, c'est quoi la citoyenneté, être citoyen? Non. Et puis, c'est l'aspect beaucoup plus juridique. Quelles sont les institutions, comment ça marche, quelles sont les politiques, donc un aspect plus académique, alors que c'est par la pratique que moi, je donne un cours sur l'éducation à la citoyenneté au bac, l'espace public et démocratie. Puis les étudiants, au début du cours, de la démocratie, ce paragraphe, puis à la fin du cours, ils voient qu'il y a une diversité de pratiques. Puis quand on peut s'engager dans... Puis on ne peut pas être partout tout le temps non plus, là. Donc, mais qu'être citoyen, c'est bien davantage que soit voter ou soit... parce qu'en général, c'est ça. La première question que je leur demande au début du cours, c'est quelle est votre expérience de participation citoyenne? Et ils vont me dire, votez. Donc, puis des fois, ils vont dire payer les taxes et les impôts. La citoyenneté, ça peut être... Mais voter, puis les étudiants, pas moins cette année, mais les années antérieures, ils disaient la grève étudiante. C'est la grève étudiante d'il y a 2 ans, ils ont été très marqués par ça, ils se sont mobilisés, ils ont développé une conscience sociale et politique. Et moi, je pense que le problème provient du fait qu'on fait une séparation nette très souvent entre société civile puis société politique ou entité politique. Puis là, c'est la citoyenneté qu'on engloutit par tout ce qui est politique déjà dans l'esprit. En réalité, c'est vrai que ça devient plus en termes politiques juridiques qu'en termes de la société. Alors, si les étudiants font ce sont des étudiants quand même, là, qui sont dans les sciences sociales, mais pour la majorité des gens, je ne trouve pas que c'est vraiment tout ce qui est démocratie, oui, mais tout ce qui est citoyenneté est vraiment lié tellement à la société, à la collectivité, que plus entité politique. Il y a aussi il y a une rupture. Oui, cette séparation nette entre civil et politique. Parce que l'idée de la démocratie, c'est le contraire. C'est que l'État nous appartient. Oui. Et c'est vrai que les étudiants, c'est ce qui les surprend quand ils se mettent à réfléchir à ça. C'est que l'État nous appartient, qu'il y a des mécanismes qui nous permettent de gérer l'État. Mais il peut y avoir des dictatures qui nous empêchent d'accéder à l'État. Mais le principe de la démocratie, c'est qu'on a un ensemble d'appareils, de partis politiques, d'espaces qui nous permettent de contribuer. Alors qu'il y a vraiment une dynamique d'opposition. Mais en même temps, il y a des gens qui vont dire, ben là, je ne saurais plus retrouver l'auteur, là, mais qui disent, quand on est face à un État injuste, comme citoyen, on a le devoir de rébellion.
Donc, notre rapport à l'État, c'est dans la mesure où on se reconnaît dans un appareil d'État qui est juste, mais un État démocratique, il y a des avenues, il y a des places, il y a des façons de participer. Je voulais aller, bon, ça c'est le projet de recherche, on s'en va vers le sommet, on vous tient au courant, mais puis on aimerait ça que vous participiez, mais j'aimerais aussi vous dire que j'ai creusé un petit peu la notion de droit international par rapport à l'immigration. Et donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une déclaration, c'est des vœux, hein, c'est des vœux pieux. Après ça, il y a des pactes. Il y a 2 pactes essentiels sur les droits civils et politiques, et l'autre sur les droits socio-économiques et culturels. 2 grands pactes avec, écoutez, là, des conventions, des outils, des réglementations. Il y a une liste, à un moment donné, on en trouve une vingtaine, mais il doit en avoir même plus que ça, qui sont des outils de l'ONU. Et il y en a un qui s'appelle la Convention sur les droits des travailleurs migrants, Convention internationale. Je pense adoptée par l'ONU en 2004 et pas ratifiée par le Canada. Parce que l'appareil international, c'est toujours l'État. Tu sais, dans le fond, on s'entend, là, oui, on a des déclarations internationales, puis on adhère à ça, puis c'est d'accord, ça va bien, puis on adhère au charte. Mais c'est la responsabilité de chaque État, de sa propre volonté, selon sa propre autonomie, de dire voilà comment je vais implanter, développer, faire la reconnaissance, la Charte des droits et libertés de la personne, etc. Le Canada n'a pas signé la déclaration, la Convention de l'ONU relative aux droits des migrants, et vous avez une série de conventions. Il y en a une sur les femmes, il y en a une sur la lutte contre la torture, Convention internationale, il y en a une sur les droits des enfants. Il y en a une convention plus récente sur les droits relative aux droits des personnes handicapées. Et vous allez reconnaître que souvent, les conventions internationales vont s'adresser à des populations à risque de vulnérabilité, d'exclusion. Donc, on a une convention. Ça ne veut pas dire que les migrants ou que les personnes handicapées ont plus de droits que les autres citoyens. À la base, on a tous les mêmes droits. Et on est tous des citoyens avec les mêmes droits. Sauf que l'ONU va dire, oui, mais pour telle population, il y a un risque que leurs droits leur soient déniés. Donc, il faut prendre un ensemble de mesures qui nous assurent qu'on porte une attention particulière à cette vulnérabilité-là. Et ça passe beaucoup par le droit au travail. Et si vous aussi, c'est sûr que après ça, c'est quoi la citoyenneté? C'est quand est-ce qu'on est citoyen? Simple nationalité, double citoyenneté. Quand est-ce qu'on est... on peut être citoyen canadien, mais on peut être immigrant, auquel cas il y a une relation avec le Canada, mais on conserve pour un certain temps la nationalité d'origine. Dans certains cas, on peut avoir la double nationalité, ce que ne conseille pas l'ONU, parce que ça peut générer des conflits quand vous avez une double citoyenneté. Par exemple, que on appartient à 2 pays avec l'obligation d'aller faire la guerre, là, de défendre le pays. De défendre le pays, mais de faire d'aller à l'armée une couple d'années, de service militaire, oui. Donc, on aurait 2 ou 3 services militaires, ça pourrait être embêtant, ou payer des impôts à 2 ou 3 endroits, ou avoir des responsabilités, des obligations différentes. Donc, il y a tout un processus juridique qui fait qu'on est citoyen ou pas, et ça relève de chacun des pays de savoir quelles sont les règles. Juste un petit ajout, Taylor parle de la discrimination positive. En fait, c'est un trait de multiculturalisme, justement pour promouvoir l'égalité des chances. Parce que avoir les mêmes droits, ça ne veut pas dire que ça va réellement être appliqué dans la vraie vie. Donc, il faut promouvoir promouvoir les droits des minorités ethniques pour qu'ils puissent avoir accès aux institutions, etc., promouvoir l'égalité des chances. Puis quand on regarde la Convention des migrants, sur les travailleurs migrants, ils devraient avoir les mêmes droits, même migrants, travailleurs temporaires, résidents temporaires, devraient avoir les mêmes droits que tous les citoyens. C'est ça que la Convention dit. Idéalement, droit à l'éducation, mesures de sécurité, revenus, etc., sans discrimination, donc au moins la même chose. C'est le modèle français qui rejette cette discrimination positive en disant que c'est de la discrimination envers la population majoritaire qui va se considérer comme quelque part minoritaire. Pas minoritaire, mais comme discriminée. C'est-à-dire, oui. Et on appelle ça la discrimination positive, en fait. Mais parce qu'il y a beaucoup de... Pardon.
Il y a même en France, il y a eu beaucoup de programmes qui sont développés pour les minorités, notamment dans le système éducatif. On a créé les aides, par exemple, les zones d'éducation prioritaire. Donc, et il y a eu ce débat-là, justement, entre il y a d'autres personnes qui disent comment on est discriminé par rapport à la personne. Mais l'État subventionne les écoles qui sont situées dans les zones à l'éducation prioritaire, donc c'est des quartiers défavorisés. Donc, en quelque sorte, on n'accepte ça parce que c'est une discrimination positive pour protéger une minorité. En France, ça existe aussi. Des programmes pour les minorités aussi. On confond soit égalité de traitement et équité. C'est ça. Et ne pas tenir compte des inégalités de départ, en faisant la même chose pour tout le monde, renforce les inégalités. C'est pas sans impact, mais c'est sûr que... Exact. En fait, l'enjeu, comment concilier la diversité et l'égalité. Parce que la diversité, on ne parle pas de la homogénéité, alors comment parler de l'égalité alors qu'on parle de la diversité? Ouais. C'est ça l'enjeu. Et les Québécois eux-mêmes subissent ce problème. Le fait que vous ne pouvez pas mettre vos enfants dans une école anglaise, on bafoue vos droits. On élève vos droits. Ça aussi, on revient. Parce que ça, c'est une autre dimension de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est l'opposition, puis il y a une autre série de droits c'est les droits collectifs. Et il y a un débat depuis je ne sais pas combien de décennies. La Déclaration est construite, c'est les droits universels. C'est les droits de l'homme au singulier pour protéger la personne, sa dignité, de l'abus du groupe, dans le fond. Puis ça dit au groupe, il faut que tu protèges tes individus. C'est pas une marchandise. Et il y a un débat, est-ce que les droits collectifs sont des droits, et qui serait une quatrième catégorie de droits, civil, économique, socio-culturel, qui est les trois ensemble, et politique, plus les droits collectifs. Là, on commence à dire, non, ça n'existe pas, les droits collectifs. Donc, c'est cette perspective-là. Et c'est en même temps, les droits, on limite comme individu par rapport à la nature de l'État, de l'ethnie, de la dimension juridique, ça ne règle pas tous les problèmes. Donc, c'est pas toujours... ouais. Et la protection, par exemple, de l'individu par le groupe, c'est fait actuellement par l'inclusion et pas par l'exclusion. C'est pour ça qu'il y a des droits. Et la protection, c'est de ne pas être exclu au moins des situations plus graves comme on a parlé ici. Alors, l'inclusion demande aussi des droits quand même collectifs par rapport aux droits individuels. Alors, parce que là, si on est des atomes crochus, on peut dire au Québec, ça ne peut pas fonctionner. Quand même, l'objectif principal d'un groupe, dans une société, d'une collectivité, est de pouvoir, de la délibération, de pouvoir trouver des moyens d'avoir des intérêts communs, des causes communes. C'est pour ça qu'il faut toujours trouver une balance, équilibre entre droit individuel et droit collectif. Cohésion sociale. Oui. Ouais. Qu'on puisse créer quand même une société, un groupe, même. C'est ça. Charles dit un quartier ou. Développer des valeurs communes basées sur les pratiques communes, sur le vécu commun, qu'on puisse se sentir comme des citoyens. Développer une culture citoyenne, c'est ça, au fond de l'interculturalité. Et il y a une réponse qui arrive, on retrouve ça, je ne sais plus si c'est Albert Jacquard ou Hubert Reeves, que l'anarchie serait la forme la plus achevée de gouvernement. Parce que c'est fondé sur la liberté. Sauf qu'il dit, pour ça, il faut présupposer qu'on veut tous le bien des autres. Tu sais, qu'on est tous généreux, solidaires et fraternels. Donc entre le droit individuel et le droit collectif, c'est comment on protège la collectivité, comment on construit.